l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui, Clémentine, direction le vrai temps du gothique, puisque vous nous conviez non sans peur au bal des Ardents du 28 janvier 1393, un événement tristement célèbre dont on commémorait il y a quelques jours le 630e anniversaire, du moins pour ceux qui s'en souvenaient encore. Oui, alors je ne peux pas vraiment dire que ce soit une histoire dont moi seul j'ai le secret, je le crains, parce que c'est une histoire assez connue, mais enfin, c'est toujours bien. Je ne sais pas si en France, beaucoup de gens se sont dit le 28 janvier, tiens, aujourd'hui, chérie, c'est l'anniversaire. C'est ce que m'a dit mon mari ce matin. Tiens, c'est le 630e anniversaire. Voilà, vous êtes bien trouvés tous les deux. Hein. Votre mari et elle, son mari et elle, oui. Non, il est nul en histoire, mon mari. C'est pas grave, allez. Mais en tout cas, ça vaut la peine de se rafraîchir la mémoire. C'est ça, les anniversaires. Et alors, cette histoire de bal des Ardents, déjà, où est-ce que ça se passe? C'est à la toute fin du 15e siècle, du 14e siècle. Le roi Charles VI ne réside pas au Louvre, parce que le Louvre, c'était sombre, c'était sinistre, avec ses grandes salles froides, ses petits jardins. Non, le roi de France loge à l'hôtel Saint-Paul. C'est un vaste ensemble de bâtiments situés le long de la Seine. C'est là qu'est né le roi Charles VI, c'est là qu'il a passé son enfance, c'est là que loge sa jeune femme, Isabeau de Bavière. Et justement, ce jour-là, le 28 janvier 1493, donc qu'est-ce que j'ai dit, c'est le 15e siècle, oui c'est bien ça, Isabeau a prévu d'organiser une fête à l'occasion du remariage de l'une de ses dames d'honneur, Catherine l'Allemande, dame de Hinceville, avec Herzl d'Ortenbourg. Or, alors, chose que vous ignoriez peut-être, à l'époque, le remariage d'une veuve, c'est très mal vu, c'est considéré comme déshonorant. Et quand une veuve se remarie, eh bien, elle fait l'objet de la réprobation de l'Église, mais aussi des laïcs. Et cette réprobation de la société, parce qu'on considère que même après la mort, une femme doit rester fidèle à son mari ou rentrer dans les ordres, ou enfin, elle ne doit pas se remarier. Donc ça se produit de temps en temps, mais à ce moment-là, on fait pour montrer la réprobation de la société envers ce remariage, on fait ce qu'on appelle un charivari. C'est une fête masquée qui peut se produire à n'importe quel moment de l'année et généralement les invités arborent des paires de cornes et viennent troubler joyeusement le remariage. Voilà, c'est une festouille, disons. Et celui qui est vraiment en charge de ce genre de choses à l'époque, parce qu'il est très très bon, ça sera un genre de David Guetta du règne de Charles VI, c'est Huguet ou encore Hugonin de Guizet, que le roi apprécie particulièrement pour sa créativité en matière d'amusement. Bon, il est très mal vu de la plupart des gens à la cour parce qu'on estime qu'il corrompt la jeunesse en lui enseignant 1000 débauches, mais c'est toujours ça d'une génération à l'autre. Il y a toujours les jeunes qui veulent faire la fête et les vieux qui disent « mais qu'est-ce que c'est que ça de mon temps, on s'amusait pas comme ça ». En tout cas, Huguet, disons Hugues de Guizet, imagine une mascarade qui doit se dérouler en fin de soirée. Il suggère au roi et à 5 autres compagnons de se déguiser, de se travestir en sauvage. Alors on coud sur leur corps une toile de lin enduite de pois résine, parce que c'est bien collant, et on y colle de l'étoupe. Qu'est-ce que c'est que l'étoupe? C'est un mélange. C'est un sous-produit fibreux non tissé du chanvre ou du lin. C'est tellement inflammable qu'on servait autrefois de l'étoupe comme l'amadou, comme alternative à l'amadou pour allumer du feu. Donc c'est un truc hautement inflammable. Et donc ces messieurs, ainsi accoutrés et masqués, de manière à ne pas être reconnus, ils sont 6 hommes et alors ils ressemblent à une espèce de créature sauvage velue de la tête aux pieds. Ils devaient ressembler un peu à des gorilles, j'imagine. Et les 5 seigneurs, c'est ça qui va causer leur perte. Hélas, ils sont reliés par une chaîne comme des esclaves. Et seul le roi est libre de ses mouvements, mais tous ont des masques, on ne sait pas qui est qui. Et bien entendu, des précautions ont été prises. On a strictement interdit à quiconque de pénétrer dans la salle muni de torches ou de flambeaux. Enfin, quand on pense au bal des Ardents, on se dit mais ils sont idiots, quoi. Ils font un bal avec de la poix, de la résine, de l'étoupe, et puis il y a des flambeaux dans la salle, c'est absurde. Non, on avait interdit les flambeaux. Et alors il débarque dans la salle en poussant des cris, en gesticulant, et puis le roi, lui, tout de suite se dirige vers sa jeune tante, la duchesse de Berry, pour aller l'asticoter, la tourmenter, puis les autres créatures masquées divertissent l'assemblée par leur danse, par leur contorsion. Tout ça devait être très très drôle et très nouveau. Et chacun se demande qui est qui là derrière ce masque, où est le roi, parce qu'on voit ces 6 gars qui gesticulent. Bon, et c'est là que arrive le duc d'Orléans, le frère du roi,
Et le jeune comte de Bar, ils arrivent et ils ignorent les consignes. Et alors on dit qu'ils étaient éméchés en plus. Donc ils débarquent dans la fête, quoi. Ils disent qu'il se passe quoi là-bas, qui est qui. Alors bon, ils se munissent d'une torche pour essayer de démasquer les danseurs. Et c'est alors donc une bluette de feu. La bluette, c'est donc une étincelle en vieux français, tombe sur l'un des personnages velus et le feu se propage instantanément. Bientôt, l'homme couvert de flammes communique bien sûr cet embrasement au groupe tout entier puisqu'ils sont attachés les uns les autres, les pauvres hommes. Il n'y a aucun moyen de leur porter secours à cause de ça parce qu'ils sont attachés. Des cris d'horreur s'élèvent dans la salle. On ne sait pas qui est qui. Où est le roi? Sauvez le roi. La reine s'évanouit. Et le roi se trouve alors, je l'ai dit, près de sa tante, la jeune duchesse de Berry, et elle lui intime l'homme de ne pas bouger, ne bougez pas. Et elle le sauve en se jetant sur lui, en le couvrant de sa robe et de son manteau pour le protéger des étincelles. Et aussitôt sauvé, le roi s'en va rassurer la reine. Mais des 5 autres lurons, 4 meurent brûlés vifs dans des souffrances inouïes. Leurs membres, littéralement, leurs membres tombent en morceaux. On a un chroniqueur qui en a témoigné, c'est affreux. On voit leurs membres se détacher, ils poussent des hurlements. Le 5e, alors lui a eu de la présence d'esprit, Ogier de Nantouillet. Voilà, je pense que c'est un nom à relever, comme c'est beau, Ogier de Nantouillet. A couru se jeter dans le cuvier plein d'eau qui se trouvait dans la cour. Mais ils étaient attachés aux autres. Ben oui, mais je pense que le feu a dû les détacher quand même. Donc lui, il est parti se jeter dans l'eau. Et alors, Hugonin de Guizet, lui, ne sera pas regretté. De toute façon, il était détesté. On disait que par jeu, il obligeait les pauvres à aboyer devant lui comme des chiens. Ainsi, quand on porta son cercueil au tombeau, on cria « Aboie maintenant, chien !» Le duc d'Orléans, évidemment, fut sévèrement réprimandé par ses oncles, que tu arrives bourré à une festouille avec des torches. Bon, alors, le lendemain... Il suit pieds nus une procession solennelle dirigée par Charles VI entre la porte Montmartre et Notre-Dame et il fera bâtir en expiation une chapelle dans l'église des Célestins. Et à peu de temps de là, le pauvre Charles VI va retomber dans de nouveaux accès de démence plus complets et plus longs que les premiers qui remontaient à août 1392. Là, hélas, avec cette étincelle qui a mis le feu à ces malheureux sauvages, les grands malheurs de la France ne faisaient que commencer.